Tel Aviv, 1950. Uziel Gal observe un prototype sur un établi de métal taché d'huile de machine. Il n'a que 21 ans, mais ses mains connaissent déjà le poids des pièces usinées, la friction des ressorts hélicoïdaux, la résistance des tubes d'acier emboutis. Autour de lui, des outils de précision reflètent la lumière tamisée de lampes suspendues. Le silence de l'atelier n'est rompu que par le son occasionnel du métal contre le métal. Ajustement millimétrique, emboîtement testé, tolérance mesurée. L'équipement devant lui ne ressemble à rien de ce que les arsenaux européens produisaient ces dernières décennies. Il est trop compact, trop simple. Et il porte une anomalie technique qui défie les conventions profondément ancrées dans la conception des systèmes automatiques. Le chargeur n'est pas positionné au-dessus du récepteur, comme il l'a toujours été, ni devant le mécanisme de mise à feu. Il est inséré verticalement à l'intérieur de la poignée, exactement là où la main saisit l'objet. Pour tout ingénieur formé dans la tradition de Mauser, Schmeisser ou Degtyarev, cette configuration paraîtrait à tout le moins hétérodoxe, peut-être même imprudente. Les chargeurs sont des éléments lourds, remplis de munitions. Les placer à la base modifie le centre de gravité, oblige à repenser tout le système d'alimentation et exige que la culasse opère sous des angles inhabituels. Pendant des décennies, les concepteurs ont préféré les maintenir au-dessus ou à l'avant, là où la gravité facilitait l'alimentation et où la géométrie restait familière. Mais Gal n'était pas intéressé par la familiarité. Il était intéressé par l'efficacité. Il a grandi dans un pays jeune, entouré de limitations industrielles sévères. Israël, en 1950, ne possédait pas d'usine d'armement consolidée, ni de tradition séculaire de métallurgie spécialisée, ni d'accès illimité aux matières premières stratégiques. Ce qu'il y avait, c'était l'urgence, et l'urgence ne permet pas le gaspillage. Chaque composant devait justifier son existence. Chaque gramme de poids devait remplir une fonction. Chaque pièce devait pouvoir être fabriquée avec des outils conventionnels, par des travailleurs formés en quelques semaines, et non en plusieurs années. L'UZI est né de cette pression. Non pas comme un projet académique, mais comme une réponse concrète à des questions concrètes. Comment produire un équipement automatique fonctionnel, fiable et portable, avec des ressources minimales? Comment transformer les limitations en avantages systémiques? Gal s'incline sur l'établi et démonte le prototype pour la 10e fois cette semaine. La culasse glisse vers l'arrière avec une résistance calibrée. Le ressort de rappel se comprime sous ses doigts. Il examine le canal d'alimentation, court, direct, sans détour inutile. Tout fonctionne. Mais fonctionner ne suffit pas. Cela doit fonctionner de manière répétée, sous la poussière, la chaleur, les conditions hostiles. Cela doit fonctionner entre les mains de personnel sans formation technique avancée. Cela doit fonctionner quand tout le reste échoue. Il repositionne les pièces avec une précision silencieuse et remonte l'ensemble. Le clic final de la culasse se verrouillant à sa place résonne dans l'atelier vide. Il n'y a pas de public, pas d'autorité en train d'observer, juste un jeune ingénieur tentant de résoudre un problème que d'autres considéraient comme insoluble sans ressources abondantes. Mais peut-être, pense Gal, en ajustant un dernier ressort, que la solution n'a jamais été d'en ajouter davantage. Peut-être consistait-elle à repositionner l'essentiel et à laisser le reste du système se réorganiser autour de ce changement. Si des histoires comme celle-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent et restez avec nous pour le prochain chapitre. Uziel Gal est né en 1923 en Allemagne, sous le nom de Gotthard Glass. Son enfance a été marquée par la montée d'un régime hostile et par les tensions croissantes contre les populations juives. En 1936, à l'âge de 13 ans, lui et sa famille ont émigré vers la Palestine mandataire, cherchant refuge dans un territoire qui représentait un espoir de reconstruction. Glass a adopté le nom de famille Gal, qui en hébreu signifie « vague », et a commencé à apprendre les bases de la mécanique et de la métallurgie dans des ateliers improvisés.
Il n'y avait pas d'université d'ingénierie spécialisée qui l'attendait. Il y avait des établis en bois, des outils empruntés et la nécessité pratique de maintenir les équipements en état de marche dans des conditions précaires. Gall a appris la mécanique de la même manière que des générations d'artisans ont appris leur métier, en observant, en démontant, en se trompant, en corrigeant. Lorsqu'Israël a déclaré son indépendance en 1948, Gall possédait déjà des années d'expérience technique informelle. Il avait travaillé à la réparation d'équipements récupérés, à la modification de systèmes importés, à l'adaptation de composants incompatibles. Il savait que le nouveau pays aurait besoin de ses propres moyens, non seulement pour des raisons stratégiques, mais pour sa simple survie industrielle. La dépendance envers des fournisseurs externes constituait une vulnérabilité permanente. En 1950, alors que les tensions régionales restaient latentes, Gall a reçu la tâche de développer un pistolet mitrailleur national. Les exigences étaient claires, mais apparemment contradictoires. L'objet devait être léger, compact, fiable, facile à produire en masse et capable d'opérer dans des environnements difficiles, déserts, poussière, variations extrêmes de température. Gall a commencé par étudier les modèles existants. Le MP40 allemand, avec son design fonctionnel, mais dépendant d'un usinage complexe. Le Sten britannique, peu coûteux et efficace, mais mécaniquement brut et sujet aux incidents. Le PPSH-41 soviétique, robuste et fiable, mais volumineux et difficile à manipuler dans des espaces confinés. Chaque modèle offrait des leçons, mais aucun ne résolvait tous les problèmes simultanément. Il a réalisé que la plupart des concepteurs abordaient le problème de manière incrémentale. Ils prenaient un design existant et y apportaient des ajustements marginaux. Ils amélioraient la cadence, réduisaient le poids, simplifiaient la production, mais toujours à l'intérieur des limites conceptuelles établies par les générations précédentes. Gall a décidé de remettre en question l'une de ses limites, la position du chargeur. La logique conventionnelle était simple. Les chargeurs placés au-dessus du récepteur permettaient à la gravité d'aider à l'alimentation. C'était une solution testée, prévisible, sûre. Mais cela créait aussi des problèmes secondaires. Cela élevait le centre de gravité, rendant le contrôle difficile lors d'une utilisation continue. Cela augmentait la hauteur totale, rendant l'objet plus visible et difficile à manœuvrer. Et cela gaspillait un espace interne qui pourrait être utilisé plus efficacement. Gall a imaginé l'inverse, et si le chargeur était inséré par le bas, directement dans la poignée. Les munitions seraient centralisées exactement là où l'utilisateur applique sa force. Le centre de gravité serait abaissé, améliorant le contrôle. La hauteur totale serait drastiquement réduite. Mais cela exigerait de redessiner tout le système d'alimentation. La culasse devrait aller chercher les munitions de bas en haut, chose inhabituelle et techniquement complexe. Il savait que les instances officielles résisteraient. Les innovations radicales sont toujours accueillies avec un scepticisme institutionnel. Mais Gall ne proposait pas ce changement par esthétique ou ambition personnelle. Il le proposait parce que les ressources disponibles exigeaient des solutions non conventionnelles. Il est retourné à son établi, a pris des feuilles de papier millimétrées et a commencé à dessiner le système d'alimentation inversé. Chaque ligne représentait un pari, que la physique pouvait être réorganisée, que les conventions pouvaient être défiées, que les limitations pouvaient devenir des avantages. Le prototype commençait à prendre forme, mais le transformer en réalité opérationnelle exigerait plus que des dessins techniques. Cela exigerait de la persuasion, des tests rigoureux et le courage de défendre une idée qui allait à l'encontre de décennies de sagesse établie. L'USI fonctionne grâce à un système de culasse ouverte avec recul direct, un mécanisme conceptuellement simple, mais qui exige une précision extrême dans les tolérances pour fonctionner de manière fiable. Lorsque le déclencheur est actionné, la culasse, déjà reculée et maintenue sous tension par un ressort hélicoïdal comprimé, est libérée.
Elle avance rapidement, récupère une munition dans le chargeur positionné verticalement dans la poignée, la pousse dans la chambre et la percute au moment de l'impact. L'expansion des gaz génère une pression qui propulse le projectile et simultanément repousse la culasse vers l'arrière. Durant ce mouvement de retour, l'extracteur retire l'étui vide qui est éjecté latéralement tandis que la culasse comprime à nouveau le ressort de rappel. Si le mécanisme reste actionné, le cycle se répète automatiquement. S'il est relâché, la culasse reste verrouillée en position reculée jusqu'à une nouvelle activation. Ce système élimine le besoin d'un percuteur séparé ou de composants intermédiaires de transfert d'énergie. La culasse est, simultanément, l'élément qui alimente, active le tir, extrait et absorbe le recul. 3 fonctions fusionnées en une seule pièce mobile. Mais la véritable innovation résidait dans l'alimentation verticale inversée. En plaçant le chargeur à l'intérieur de la poignée, Gall a centralisé la masse des munitions au point exact où l'utilisateur exerce son contrôle manuel. Cela a réduit drastiquement le couple généré pendant l'utilisation automatique, le mouvement de rotation qui tend à faire remonter la partie avant lors d'une utilisation continue. Avec les munitions centralisées et le poids équilibré, l'Uzi restait considérablement plus stable que les modèles conventionnels. Le canal d'alimentation a dû être redessiné pour permettre à la culasse de collecter les munitions verticalement de bas en haut. Cela a exigé une géométrie interne précise et des angles calculés pour éviter les blocages. Gall a testé différentes configurations pour les lèvres du chargeur, ajusté l'angle d'entrée de la chambre et calibrer la force du ressort de rappel pour garantir que le cycle opère en douceur à n'importe quel rythme. La cadence a été intentionnellement limitée à environ 600 unités par minute, soit nettement moins que beaucoup de modèles européens qui dépassaient les 900 ou 1000 unités par minute. Des cadences élevées augmentent la consommation, réduisent la précision et compliquent le contrôle. Gall a opté pour un équilibre pragmatique, une vitesse suffisante pour couvrir une zone, mais assez contrôlable pour permettre une utilisation mesurée. Lorsque Gall a présenté le prototype fonctionnel à des officiers supérieurs en 1951, la réaction fut un scepticisme courtois. L'objet semblait trop petit, trop léger. Le corps en acier embouti, des tôles pliées et soudées plutôt que des blocs usinés, donnait une impression de fragilité, presque d'improvisation. Des cadres formés dans la tradition des équipements lourds en bois et acier massif voyaient dans ce design simplifié un possible manque de robustesse. « Cela va casser dès la 2e utilisation », commenta un colonel en examinant l'ensemble démonté. Un autre remit en question l'alimentation inversée. Et si le ressort du chargeur faiblit? Et si de la poussière entre par le fond? Gall a répondu par des démonstrations techniques, non par des arguments rhétoriques. Il a démonté et remonté l'ensemble sans outils. Il a réalisé des séries de tests contrôlés. Il a soumis le prototype à des cycles répétés jusqu'à ce que le métal chauffe au point de fumer. L'Uzi n'a pas failli. Mais convaincre les autorités exigerait plus que des démonstrations en environnement propre. Cela exigerait des tests de terrain prolongés, des données statistiques de fiabilité et, par-dessus tout, la dissolution graduelle des préjugés techniques profondément ancrés. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Les tests de terrain ont commencé en 1952, dans des conditions qu'aucun environnement contrôlé ne pourrait répliquer. Le désert du Negev, où le sable fin pénètre chaque ouverture mécanique. L'humidité côtière de Haïfa, qui accélère la corrosion. Des variations thermiques extrêmes entre les nuits glaciales et les après-midi brûlants. L'Uzi a été soumise à des cycles d'utilisation continue suivis de longues périodes sans entretien, exactement le type de traitement que subissent les équipements en conditions réelles. Gall a suivi les tests personnellement, prenant des notes détaillées sur chaque défaillance, chaque blocage, chaque comportement inattendu.
Il ne cherchait pas à confirmer que son design était parfait. Il cherchait des données objectives sur les points de rupture du système, car ce n'est qu'en sachant où il échouait qu'il pouvait le corriger. La première série de tests a révélé des problèmes au niveau de l'extracteur. Sous une chaleur extrême, le métal se dilatait de façon microscopique, modifiant les tolérances que Gall avait calibrées pour une température ambiante. Les étuis restaient occasionnellement coincés, interrompant le cycle opérationnel. Gall a redessiné l'extracteur avec des marges légèrement plus grandes et un traitement thermique différencié pour stabiliser le comportement du métal à haute température. La seconde question est apparue avec l'accumulation de sable dans les composants mobiles. Bien que le design simplifié de l'UZI réduise significativement le nombre de pièces vulnérables, le canal d'alimentation présentait encore des points où les particules fines pouvaient interférer avec le mouvement de la culasse. Gall a introduit des rainures de nettoyage automatique, de petits canaux internes permettant aux débris d'être expulsés durant le cycle de recul au lieu de s'accumuler progressivement. Il a également ajusté la force du ressort de rappel. Initialement, il avait calibré le ressort pour une efficacité maximale du cycle, mais cela rendait la culasse vulnérable au ralentissement causé par la saleté ou une lubrification inadéquate. Augmenter légèrement la force du ressort a réduit l'efficacité théorique de quelques points, mais a considérablement augmenté la fiabilité en conditions adverses. Gall a appris que les systèmes réels n'opèrent pas dans des conditions idéales. Ils opèrent en mode dégradé et doivent fonctionner précisément quand tout le reste échoue. Parallèlement aux tests mécaniques, Gall faisait face à un autre défi, la production à l'échelle. L'acier embouti qu'il avait choisi pour le récepteur était économiquement avantageux, mais exigeait un outillage spécialisé qu'Israël ne possédait pas encore en quantité suffisante. Des presses hydrauliques, des matrices d'estampage, des techniciens qualifiés, tout cela devait être développé ou importé. Gall a travaillé directement avec les ingénieurs de fabrication pour simplifier le processus d'emboutissage. Il a réduit le nombre de pliages complexes, standardisé les angles et spécifié des tolérances atteignables avec un équipement conventionnel. Chaque décision technique portait une contrainte économique. Il ne servait à rien de concevoir le système le plus fiable au monde s'il ne pouvait être produit dans les quantités nécessaires, avec les ressources disponibles et dans les délais requis. En 1953, après des mois de révisions itératives, l'UZI a atteint un niveau de fiabilité satisfaisant les critères rigoureux. Un taux de défaillance inférieur à 0,5% sur des cycles de 10 000 utilisations. Une capacité à opérer avec un entretien minimal pendant de longues périodes. Une résistance aux environnements hostiles prouvée par des données statistiques et non par des impressions subjectives. Mais transformer une validation technique en adoption institutionnelle prendrait encore du temps. Des responsables conservateurs hésitaient à remplacer des systèmes établis par quelque chose de si radicalement différent. L'UZI ne fonctionnait pas seulement différemment. Elle paraissait différente. Elle se sentait différente en main. Et la différence, dans ces institutions, est souvent traitée comme un risque jusqu'à ce que le temps prouve le contraire. Gall savait que la validation finale ne viendrait pas des rapports techniques. Elle viendrait du terrain, des mains des utilisateurs ordinaires qui se serviraient de l'UZI sous pression réelle et finiraient par réaliser que cet objet étrange, compact et simplifié faisait exactement ce qu'il promettait. Il fonctionnait. En 1954, l'UZI a été officiellement adopté par les forces de défense d'Israël. La décision n'a été accompagnée ni de fanfares, ni de cérémonies grandioses. Ce fut une approbation bureaucratique, enregistrée dans des documents techniques, suivie de commandes de production initiales de quelques centaines d'unités. Mais pour Gall, ce moment représentait la confirmation de 4 années de travail obsessionnel, la transformation d'une idée contestée en standard opérationnel. L'acceptation graduelle est venue de sources inattendues. Ce ne sont pas les stratèges qui ont défendu l'UZI publiquement. Ce sont les utilisateurs de terrain, les opérateurs d'unités spécialisées qui avaient besoin d'une mobilité extrême et ne pouvaient s'encombrer d'équipements longs.
Ils ont découvert que l'Uzi pouvait être transporté discrètement, opéré dans des espaces confinés et maintenu en état de marche avec un entretien rudimentaire. Un rapport de 1955, archivé sans éclat, notait « L'équipement opère de façon constante après une exposition prolongée au sable et à l'humidité. Le démontage de campagne peut être réalisé sans outils par un personnel ayant une formation minimale. Le poids et les dimensions permettent une portabilité dans des conditions où l'équipement conventionnel serait impraticable. » Ce n'était pas de la poésie technique, c'était une validation empirique. La caractéristique que Gall avait identifiée comme centrale, le chargeur positionné dans la poignée, s'est révélée être non seulement une solution mécanique élégante, mais un avantage opérationnel tangible. En centralisant la masse des munitions au point de contrôle manuel, l'Uzi permettait une utilisation automatique nettement mieux maîtrisée que les modèles conventionnels. Les opérateurs signalaient qu'ils parvenaient à maintenir l'ensemble stable pendant une utilisation continue sans effort excessif, ce que les designs traditionnels avec chargeurs déportés atteignaient rarement. Mais la véritable révélation est survenue quand d'autres pays ont commencé à manifester leur intérêt. En 1958, l'Allemagne de l'Ouest a licencié la production de l'Uzi. La Belgique, les Pays-Bas et des forces de police européennes ont suivi. Au cours des décennies suivantes, plus de 90 pays allaient adopter des variantes de l'Uzi. Des versions sont apparues dans différents calibres, 9 mm Parabellum, .45 ACP, .22 LR. Des dérivations compactes ont vu le jour, mini-Uzi, micro-Uzi, des adaptations pour un usage policier et des versions civiles. Chaque variation conservait le noyau conceptuel, le chargeur dans la poignée, le tir par culasse ouverte, une construction simplifiée. Car ce que Gall avait créé n'était pas simplement un objet spécifique, mais un modèle modulaire, une preuve de concept démontrant que l'efficacité n'exige pas une complexité croissante, mais une clarté d'intention. Ironiquement, l'Uzi n'a jamais porté le nom de Gall par choix personnel. Lorsque les autorités ont décidé de baptiser l'équipement, Gall a demandé qu'il ne le fasse pas. Il arguait que l'objet était le résultat d'un travail collectif, que d'autres ingénieurs avaient contribué, et qu'associer son nom à un système de défense n'était pas ce qu'il recherchait. Mais la décision administrative a prévalu. Uzi était phonétique, court, facile à prononcer dans de multiples langues, et Uziel Gall, à contre-cœur, est devenu inséparable de sa création. Il n'a jamais breveté le design, il n'a jamais perçu de redevance. Lorsqu'on l'interrogeait des années plus tard sur cette décision, il répondait avec sa simplicité caractéristique « J'ai fait mon travail, le reste n'était que conséquence ». Ce qui a commencé comme une réponse aux limitations industrielles d'un jeune pays est devenu l'un des designs les plus répliqués du XXe siècle. Non pas parce que l'Uzi était la plus puissante, ou la plus précise, ou la plus avancée technologiquement, mais parce qu'elle était adaptable, productible et fiable, des qualités qui, dans les systèmes réels, surpassent les spécifications théoriques. Gall avait compris un principe fondamental. L'innovation véritable ne consiste pas à ajouter des fonctionnalités jusqu'à épuiser les possibilités, mais à identifier l'élément essentiel, à le repositionner correctement et à permettre à tout le système de se réorganiser autour de ce changement. Et c'est peut-être là la leçon la plus durable de l'Uzi. Pas la quantité d'unités produites, ni le nombre de pays l'ayant adopté, mais la claire d'intention qui a guidé chaque décision technique depuis ce premier établi taché d'huile à Tel Aviv. Des décennies après son introduction, l'Uzi reste en service dans des dizaines de pays, bien que de nombreux arsenaux aient migré vers des conceptions plus récentes. Elle ne domine plus le marché comme dans les années 1960 et 1970, mais sa présence persiste dans les forces de police, les unités de sécurité et les contextes où la portabilité et la simplicité surpassent encore les innovations technologiques récentes. L'héritage de l'Uzi ne réside pas dans les statistiques de production. Il réside dans la preuve historique que les limitations peuvent être transformées en avantages systémiques lorsqu'elles sont abordées avec clarté conceptuelle.
Israël, en 1950, ne possédait pas d'infrastructure industrielle consolidée, de tradition métallurgique séculaire ou d'accès illimité aux ressources. Ce qu'il possédait, c'était l'urgence, et l'urgence force des décisions que l'abondance ne dicterait jamais. Gall n'a pas essayé d'imiter les modèles européens avec des ressources inférieures. Il a questionné les principes qui rendaient ces équipements complexes et a demandé « qu'est-ce qui compte vraiment ?» La réponse n'est pas venue de théories abstraites, mais d'une observation technique rigoureuse. Il importait que le système s'alimente de façon fiable. Il importait que le cycle opérationnel soit robuste en conditions difficiles. Il importait que la production soit viable avec un outillage conventionnel. Il importait que des utilisateurs sans formation avancée puissent le maintenir opérationnel. Tout le reste était négociable. Le chargeur dans la poignée fut la manifestation physique de cette philosophie. Ce n'était pas un choix esthétique, c'était structurel. Centraliser la masse des munitions au point de contrôle manuel n'améliorait pas seulement la stabilité. Cela réorganisait la relation entre l'utilisateur et le système. L'équipement ne luttait pas contre celui qui le tenait. Il travaillait avec lui. Cette inversion de logique, chercher le moins plutôt que le plus, repositionner plutôt qu'ajouter, a influencé les générations suivantes de concepteurs. Même les modèles, n'ayant pas adopté le chargeur dans la poignée, ont retenu la leçon sous-jacente. L'efficacité n'est pas ce qui reste après avoir tout ajouté, mais ce qui demeure après avoir retiré l'inutile. Uziel Gall s'est éteint en 2002, à l'âge de 79 ans, dans une relative discrétion publique. Il n'a pas participé aux grandes conférences internationales. Il n'a pas écrit de traité sur le design. Il n'a pas cherché la reconnaissance. Il a vécu modestement, a travaillé discrètement et a traité sa création la plus célèbre comme une partie d'un devoir professionnel accompli et non comme un monument personnel. Quand des journalistes le sollicitaient occasionnellement pour des entretiens sur l'USI, il répondait avec une courtoisie fonctionnelle. Il expliquait les principes mécaniques. Il décrivait les pressions historiques. Il évitait les récits héroïques. Pour Gall, l'USI n'était pas le symbole d'un génie individuel, mais un exemple d'ingénierie réactive, l'application disciplinée d'un savoir technique à des problèmes concrets, sous des contraintes réelles. Et c'est peut-être cela qui rend l'USI historiquement significative. Elle ne représente pas l'équipement le plus avancé de son ère. Elle représente la réponse la plus honnête à une question difficile. Comment créer quelque chose de fonctionnel quand on n'a pas le luxe de l'abondance? La réponse de Gall fut simple. Identifier l'essentiel, éliminer le superflu, réorganiser le système autour de ce qui compte vraiment. En 1950, dans un modeste atelier de Tel Aviv, un jeune ingénieur de 21 ans a regardé des composants éparpillés sur un établi taché d'huile et a vu non pas des limitations, mais des possibilités. Il ne s'est pas demandé que puis-je ajouter d'autres, il s'est demandé que puis-je repositionner, et ce faisant, il a créé quelque chose qui durerait des décennies, non parce que c'était parfait, mais parce que c'était clair. Non parce que c'était impressionnant en théorie, mais parce que c'était fonctionnel en pratique. Non parce que cela suivait les traditions, mais parce qu'il les questionnait avec respect et rigueur. Aujourd'hui, quand quelqu'un démonte une ousie et observe la simplicité radicale de son mécanisme interne, il voit plus que de l'ingénierie mécanique. Il voit une philosophie de design condensée dans le métal et le ressort. Les limitations ne sont pas des obstacles définitifs, mais des invitations à repenser les principes fondamentaux. Et parfois, la solution la plus élégante n'est pas la plus sophistiquée, c'est la plus honnête. Si vous appréciez les histoires calmes et vraies sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.